Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. Je vais parler des changements des événements extrêmes et leur lien au changement climatique. Je voulais commencer en fait avec l'actualité récente. Le Forum économique de Davos a été organisé la semaine passée et en fait le changement climatique a été un sujet très proéminent lors de cette rencontre. D'ailleurs, le Time a titré que comment Davos est devenu une conférence pour le climat. C'est pour dire. Mais malgré tout, donc, il y a quand même un contexte. Pourquoi est-ce qu'on a parlé tellement du changement climatique au Forum de Davos ? En fait, chaque année, le VEF sort un rapport sur les risques globaux. Il y a à peu près 10 ans, les risques globaux qui étaient mis en avant étaient généralement liés plutôt à l'économie. Mais depuis quelques années, c'est de plus en plus les risques associés aux risques naturels qui sont mis en avant, et en particulier cette année. Donc, vous voyez les deux risques les plus importants, tant en tant que probabilité. Donc, sur l'axe des X, c'est la probabilité ici. Et en hauteur ici, sur l'axe des Y, c'est l'impact. Vous voyez que donc les deux risques les plus proéminents sont d'un côté l'échec de l'action climatique et par ailleurs les extrêmes climatiques. Donc on voit que c'est un sujet qui maintenant est même reconnu donc dans le monde économique. Bien sûr, les deux sont liés puisque si nous avons un échec de l'action climatique, nous aurons aussi plus d'extrêmes climatiques, comme je vais le montrer. Pour ce qui est de l'évidence scientifique sur les changements des extrêmes et leur lien donc à l'effet humain sur le climat, il y a de l'évidence depuis de nombreuses années. Donc les rapports du GIEC remontent déjà à 1990. Je vais surtout me baser sur les tout derniers rapports spéciaux du GIEC, en particulier le rapport sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, qui a été préparé à la demande de l'accord de Paris. Et je vais aussi mentionner quelques résultats, conclusions du rapport sur le changement climatique et les continents. Donc, pour revenir à la première conclusion du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, un point principal est que nous avons déjà 1 degré de réchauffement climatique dû aux émissions humaines. Donc, nous voyons que nous sommes très proches de cette limite de 1,5 degré. Nous voyons donc aussi qu'il y a urgence puisqu'il nous reste très peu de temps avant d'atteindre ce seuil de 1,5 degré. Pour stabiliser la température globale, nous faut un changement fondamental de paradigme. Ça a été mentionné par Valérie Masson-Delmotte et aussi d'autres présentateurs ce matin. Comme vous voyez ici sur le graphe, nous avons en fait une augmentation constante de la température. On peut voir en fait qu'il n'y a eu vraiment aucune méthode efficace qui a permis de limiter le réchauffement. Maintenant, on parle de stabilisation du réchauffement, si possible, donc aussi vite que possible, parce que si nous n'agissons pas, nous atteindrons 1,5 degré d'ici environ 2030 ou 2050. Donc, pour stabiliser la température, comme cela a été mentionné, il nous faut atteindre un budget neutre de CO2, donc avoir plus d'émissions de CO2 ou pour les émissions restantes, avoir des puits qui les compensent. Maintenant, si nous venons aux événements extrêmes, quels sont les événements extrêmes que nous avons déjà maintenant avec un monde avec 1 degré de réchauffement? Nous voyons que déjà maintenant, avec le réchauffement climatique que nous avons en ce moment, nous avons des impacts très importants, en particulier sur les événements extrêmes, donc qui montrent les impacts déjà actuels. Juste pour mentionner quelques événements qui ont eu lieu donc, les 2 dernières années, en 2018 et 2019. En 2018, il y a eu un nombre de canicules qui ont eu lieu dans l'hémisphère nord. Par exemple, au Canada et au Japon, il y a de nombreuses personnes qui sont décédées à la suite de ces canicules. Il y a aussi eu des canicules en Europe, j'en parlerai un peu plus tard. Donc nous avions en fait une série de canicules qui ont eu lieu en même temps sur une grosse partie de l'hémisphère nord. C'était déjà un problème à l'époque, ça pourrait devenir encore un plus gros problème à l'avenir si, par exemple, ce genre de canicule devait affecter en même temps différentes zones agricoles. Par ailleurs, il y a aussi des effets donc de feux de forêt en Californie, aussi dans le contexte d'une forte canicule en 2018. En France aussi, il y a eu de nombreuses canicules déjà en 2018, mais encore deux phases de canicule en juin et juillet de 2019. Pour la première fois, 46 degrés a été atteint en juin 2019. Il y a eu aussi des impacts importants liés aux cyclones tropicaux, par exemple aux Bahamas avec le cyclone tropical Dorian. Donc le réchauffement climatique n'induit pas un changement de fréquence des cyclones tropicaux, mais il impacte leur intensité, en particulier les précipitations associées à ces cyclones tropicaux. Par ailleurs, il semble qu'il y a une tendance que ces cyclones tropicaux ne se déplacent plus lentement, ce qui a été le cas pour Dorian.
Finalement, je pense que tout le monde a en tête les images de l'Australie, donc en décembre 2018 et encore maintenant au mois de janvier. Donc c'était une vision apocalyptique avec des feux sur une très grosse surface qui ont induit des émissions de CO2 qui sont équivalentes aux émissions de CO2 que le pays a chaque année. Et donc, de nouveau, nous avons eu sous les yeux en fait les impacts du changement climatique à l'heure actuelle. Pour ce qui est de tous ces événements, bien sûr, il y a toujours aussi une contribution de la variabilité naturelle du climat, mais pour chacun de ces événements, il y a eu des analyses qui ont montré que la probabilité de ces événements a été augmentée due à l'action humaine sur le climat. Pour parler donc du réchauffement climatique global, donc comme j'ai déjà mentionné, nous avons 1 degré de réchauffement. Sur les surfaces continentales, Marie-Masson Lemot l'a aussi mentionné, nous avons plus de réchauffement parce que les surfaces continentales se réchauffent plus. Donc en moyenne, nous avons en fait 1,5 degré. Je pense que ça c'est important de garder en tête, et j'en parlais après sur des événements extrêmes. Le problème des fois pour la communication est que 1 degré ne semble pas beaucoup, mais dans de nombreuses régions, ça peut signifier plusieurs degrés de différence pour certains événements extrêmes. Donc, pour donner des exemples, si nous prenons maintenant les conclusions du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, est-ce que lorsque nous avons 1,5 degré d'anomalie en moyenne, est-ce que ça veut dire que nous avons partout une anomalie d'à peu près 1,5 degré? La réponse est non. Donc il y a de nombreuses régions qui se réchauffent plus, en particulier liées aux événements extrêmes. Si vous regardez par exemple la température des jours les plus chauds à gauche, vous voyez ici que dans de nombreuses régions sur les continents, nous avons plus de réchauffement, jusqu'à peu près un doublement en fait, du réchauffement. En grosse partie parce que les océans se réchauffent moins vite, et par ailleurs, il y a certaines régions qui ont encore une augmentation supplémentaire des températures extrêmes. Pour le changement des températures les plus froides, donc en hiver, nous avons aussi une très grosse augmentation, comme vous le voyez ici à droite. Vous voyez, dans les régions arctiques, nous avons jusqu'à en fait un triplement de la réponse. Donc, lorsqu'on avait 1,5 degré de réchauffement global, dans ces régions, nous pouvons avoir à peu près en moyenne 4,5 degrés de réchauffement de ces événements extrêmes froids, ce qui est bien sûr important, par exemple, pour la fonte de la glace ou de la neige. Donc, nous avons des réchauffements régionaux de jusqu'à peu près 3 degrés ou 4,5 degrés en moyenne, ça je devrais le dire, pour des températures extrêmes dans de nombreuses régions lorsque le réchauffement global atteint 1,5 degré. Juste pour montrer quelques exemples, ici c'est une analyse pour la Méditerranée qui montre les changements des températures extrêmes dans les plus chaudes dans cette région dans les modèles climatiques en fonction du réchauffement global. Je pense que c'est important de voir que néanmoins, bien sûr, il y a une certaine forme d'incertitude dans les projections des modèles, mais nous voyons ici qu'en fait la moyenne des modèles, je retourne en arrière. Ouais, la moyenne des modèles donc, suit plus ou moins une relation linéaire, donc nous comprenons assez bien en fait la relation entre la réponse de ces événements extrêmes à l'échelle régionale et le réchauffement global. Par ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, les lignes rouges et bleues montrent les différents scénarios d'émissions. Et nous voyons qu'en fait, les détails des émissions ne font pas une grosse différence pour la réponse. Ce qui est important ici, c'est que nous sommes au-dessus de la ligne de 1. Donc, effectivement, nous avons un plus fort réchauffement des températures extrêmes. C'est aussi le cas, comme j'avais mentionné auparavant, en Arctique. Donc là, de nouveau, on voit ce facteur de 3. Lorsque nous avons 1,5 degré de réchauffement, nous avons en moyenne à peu près 4,5 degrés en Arctique. Maintenant, quels sont les impacts qui sont associés à ces changements d'extrême? Donc, ça a aussi mentionné dans certaines présentations précédentes. Je pense que c'est important, par exemple, de considérer les risques de feu. Ça a été évalué dans le rapport sur les continents. Donc, il montre que maintenant, avec 1 degré de réchauffement climatique, nous sommes arrivés dans une zone de risque modéré de feu. Donc, tous les événements que nous voyons, en fait, c'est dans le contexte d'un risque modéré de feu. Et nous voyons qu'à 1,5 degré, nous passons la barre, en fait, du rouge, ici, c'est-à-dire les risques élevés de plus de feux de forêt. Donc, on voit vraiment un seuil critique autour de 1,5 degré. Par ailleurs, il y a aussi d'autres systèmes qui sont particulièrement sensibles, comme les récifs coralliens, ça a été mentionné. Donc ici, nous sommes déjà dans la zone rouge, dans la zone de risque important à 1 degré, et ça, bien sûr, nous l'avons déjà observé. Par ailleurs, par exemple, la région arctique montre aussi une très forte sensibilité, par exemple, autour de 1,5 à 2 degrés.
Maintenant, il y a une question importante à laquelle nous devions répondre dans le contexte du rapport sur le réchauffement à 1,5 degré était quelle est la différence des impacts à 1,5 degré par rapport à 2 degrés? Est-ce que ça vaut la peine de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré? La réponse courte est oui, ça vaut la peine, parce que ça nous permet d'éviter de nombreux changements d'extrême et d'impact. Par exemple, donc, si nous pouvons stabiliser la température à 1,5 degré, ça nous permet d'éviter une augmentation supplémentaire de la température extrême dans la plupart des régions habitées du monde. Ça nous permet aussi d'éviter des précipitations plus intenses dans de nombreuses régions, aussi plus de risques de sécheresse dans certaines régions, et par ailleurs, un certain nombre de dommages irréversibles. Je pense que c'est la partie qui nous causerait le plus de soucis. Donc, une augmentation du niveau de la mer supplémentaire qui serait irréversible, et une extinction de certaines espèces végétales et animales, en particulier les coraux. Donc, je voulais juste mentionner quelques exemples d'attribution d'événements récents. Et là, j'ai pris des données de Météo France. C'était des données qui m'avaient données dans le contexte d'une présentation, qui montrent en fait quelles étaient les conditions en France lors de la canicule de juillet 2019. Et donc, en fait, les températures atteintes étaient les plus hautes jamais mesurées, tout mois confondu, dans de nombreuses villes de France. Et à Paris, donc, il y a une température de 42,6 degrés qui a été mesurée, qui était l'équivalent d'un après-midi normal à juillet à Bagdad. Et donc, ce jeudi 25 juillet était comme le 5 août 2003, le jour le plus chaud que la France ait connu au cours des 70 dernières années. Là, je suis un peu suisse. Okay. Donc, est-ce qu'il y a une influence humaine sur cet événement? Là, de nouveau, c'est des résultats donc, de Météo France en collaboration avec d'autres groupes, qui montre, oui, de manière significative. Donc, la fréquence, en fait, la probabilité de cet événement a été multipliée par 100 à cause de l'effet des êtres humains sur le climat, et l'intensité à peu près de 1,5 degré à 3 degrés. Ces conclusions peuvent être trouvées sur cette page web de World Weather Attribution. Il y a aussi une autre étude qui a été faite sur l'événement extrême de juin 2019, à laquelle notre groupe a aussi participé. Dans ce cas-là, il y avait 46 degrés près de Nîmes, et nous avons trouvé que la probabilité de cet événement avait été multipliée donc, par 5 et que la température était plus élevée de 4 degrés à cause de l'effet humain donc, sur le climat. Maintenant, j'aimerais juste dire quelques mots sur le fait d'avoir des événements en même temps dans de nombreuses régions disparates. Donc là, j'aimerais revenir sur l'été 2018. Comme j'ai mentionné auparavant, donc, il y a eu de nombreux événements extrêmes. Vous voyez ça sur la figure du haut. Donc des températures très élevées qui ont été associées à par exemple des feux de forêt plus fréquents, des impacts sur la santé, des dommages aux infrastructures, donc sur tout l'hémisphère nord. Sur l'ensemble des régions habitées ou agricoles dans l'hémisphère nord, il y a à peu près 22% de toute la surface qui a été touchée par des canicules chaque jour en moyenne. Donc c'est une très grosse fraction. Maintenant, donc, c'est une étude de Martha Vogel, de notre groupe, qui a évalué dans quelle mesure on avait eu ce genre de conditions par le passé. Ce qu'on voit, si on prend des simulations historiques et aussi les observations, on voit certainement que cet événement était sans précédent. Ça, c'est clair. Et donc, d'avoir une surface aussi élevée, en fait, n'avait jamais été observé par le passé et ne serait aussi pas attendu dans le cadre des conditions passées. Par contre, si nous évaluons la probabilité d'un événement de ce genre dans les modèles climatiques avec 1 degré de réchauffement, nous voyons qu'en fait, nous n'aurions pas dû être tellement surpris par ces conditions parce que cet événement avait une probabilité à peu près de 16%. Donc, à 1 degré, avec le réchauffement climatique que nous avons en ce moment, ce genre d'événement pourrait avoir lieu à peu près une année sur 6. À 1,5 degré, nous aurions ce genre d'événement. Donc, c'est très, très grosse occurrence d'événements sur l'ensemble de l'hémisphère nord, à peu près 2 années sur 3. Et à 2 degrés, nous aurions des événements similaires chaque année. Donc, c'est pour montrer déjà à 2 degrés, nous avons des conséquences très importantes. Donc, nous devons nous adapter aussi aux conditions à 1 degré. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on a tendance à s'adapter à ce qu'on a déjà vu par le passé. Il faudrait peut-être que nous utilisions aussi les modèles, non seulement pour prédire le futur, mais aussi pour s'adapter aux conditions présentes. Finalement, je voulais dire quelques mots sur la question de l'action climatique et aussi des exemples de la Suisse qui, je pensais, pouvaient être utiles aussi ici en France. Donc, en Suisse, nous avons un mécanisme d'initiative populaire qui est appelé ici référendum d'initiative, c'est-à-dire que la population peut suggérer des mesures, des nouvelles lois qui seront après votées en fait par toute la population. Et il y a un exemple donc d'une initiative pour les glaciers qui a été soumise au Parlement maintenant
Et cette initiative demande d'atteindre un but de net zéro émission de CO2 d'ici 2050. Il y a eu un très fort soutien pour cette initiative, elle a été signée très vite, donc il faut avoir à peu près 100 000 signatures. Ces 100 000 signatures ont été collectées en très peu de mois. Je voulais aussi mentionner une autre expérience récente. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un petit peu de mention de cet événement dans les journaux. Donc il y avait des activistes climatiques qui ont joué au tennis dans les locaux de Crédit Suisse, donc une banque suisse. Leur but était de, en fait, attirer l'attention de Roger Federer sur le fait que la banque avait des investissements, particulièrement par exemple dans le charbon. Et dans ce cas-là, les activistes ont été jugés et le juge arrivait à la conclusion que l'action était légale parce que c'était une action, disons, très minime. Hein, donc il y a eu un dommage, c'était plutôt dans une ambiance assez bon enfant. Mais donc le jugement a évalué que c'était une action nécessaire et proportionnée considérant le risque climatique. J'arrive sur le dernier point. Quand est-ce qu'il faudrait arrêter, stabiliser la température? Donc nous parlons des fois de 1,5 degré ou 2. Certaines personnes disent que c'est pratiquement impossible peut-être de limiter le réchauffement climatique si bas. Et j'ai essayé d'utiliser cette analogie pour expliquer le fait que les impacts continuent d'augmenter. Il n'y a pas vraiment un seuil critique où il n'y a pas d'impact et après il y en a. Ce qui est important de réaliser, c'est que déjà maintenant, à 1 degré de réchauffement climatique, nous avons des impacts, nous avons déjà des gens qui meurent à cause du réchauffement climatique. Donc j'ai pris comme analogie cette idée que si on émet du CO2, ce serait un peu comme si on est sur une plateforme, et cette plateforme à 1 degré, on est à peu près à 1 mètre d'altitude. Donc si on tombe, on peut se faire un peu mal, peut-être il peut y avoir des dommages plus importants, mais ce n'est peut-être pas si grave. À 1,5 mètres, peut-être on pourrait se casser une jambe. À 2 mètres, il pourrait y avoir plusieurs blessures et certaines seraient irréversibles. À 3 mètres, peut-être nous aurions des blessures majeures et irréversibles. Et à 4 mètres, peut-être nous pourrions mourir. Mais donc l'argument de dire peut-être 3 degrés, là je prendrais 3 mètres, c'est quand même mieux que 4 mètres, oui, d'accord, mais malgré tout, c'est peut-être mieux de l'éviter également. Et je pense que pour la question de la vulnérabilité différenciée, on peut prendre un exemple, il manque la fin de la phrase, mais par exemple, si vous prenez un bébé qui tomberait de 1 mètre ou de 1,5 mètre, bien sûr, il peut mourir aussi ici. Donc voyons, pas toutes les personnes sont forcément affectées de la même façon. Donc j'arrive aux conclusions. Les émissions humaines de gaz à effet de serre, donc CO2, méthane aussi, principalement dues à l'utilisation d'énergie fossile, je pense que c'est important de le répéter. Le problème principal, c'est l'émission dans la consommation donc, de pétrole, de charbon et de gaz, induisent une augmentation de nombreux extrêmes climatiques en plus du réchauffement global. Les températures extrêmes dans les terres habitées augmentent plus fortement que la température globale, jusqu'à 2 ou 3 fois plus. Donc vraiment, quand on parle de 1,5 degré, on parle dans certaines régions d'une augmentation de 4,5 degrés. Le respect de l'accord de Paris, et en particulier la limitation du réchauffement global à 1,5 degré, permet d'éviter de nombreux extrêmes et impacts supplémentaires. Certains d'entre eux sont irréversibles. Cela requiert un budget net de CO2 d'ici à peu près 2040-2050. Si nous voulons avoir plus ou moins 100% de probabilité, ce serait 2040. Le réchauffement climatique a lieu ici et maintenant, donc seule une action immédiate peut nous éviter de dépasser le seuil de 1,5 degré. J'arrive avec les mêmes conclusions que Valérie a aussi mentionnées auparavant, qui sont les conclusions du GIEC. Chaque action compte, chaque fraction de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. Merci.